Bonjour et bienvenue dans Lucky Loser 8. Très content aujourd'hui de recevoir Séverin Guelpa, que j'appelle souvent artiste globetrotter, parce que je te vois un petit peu aux quatre coins du monde tout le temps. Zone d'interaction avec l'urbanisme, l'humanisme, le climat, je me suis mis un petit peu comme ça, comme contour général. À toi de te présenter, peut-être c'est plus simple, avant de commencer la discussion. Ouais, bah écoute, merci déjà d'être là, de pouvoir échanger. C'est vraiment chouette, ça me touche. Moi, je suis effectivement artiste, genevois, avec mon pied-à-terre ici, mon atelier ici, mais je dirais que ouais, je suis, comme tu l'as dit, je suis à l'aise, je suis plus à l'aise sur le terrain, avec les gens, loin, dans les territoires un peu challenge, souvent un peu abîmés, un peu écorchés, un peu éloignés, un peu oubliés. Depuis maintenant pas mal d'années, ça fait mon travail, ça m'inspire, ça me nourrit. Intellectuellement, physiquement. Et donc voilà, mais j'oublie pas de revenir ici. Ma famille est ici, ma vie est ici. Et c'est d'avancer sur ces deux pas qui fait vraiment un peu Avec un port la d'attache quand même. singularité de Ouais, mon travail, ouais, quoi, je ouais, dirais. Ouais. parfait. Alors, écoute, on va un peu rentrer dans le vif du sujet petit à petit. On va prendre aussi un peu le contre-pied de ce que je fais d'habitude ici. Donc, on questionne un peu l'IA, on questionne un peu comment les artistes se débrouillent avec une technologie. Euh, Toi, tu as un angle un petit peu différent. Alors, avant qu'on aille directement dessus, je voulais voir un petit peu. J'ai discuté avec toi de deux, trois trucs préparatifs, deux, trois idées comme ça. J'avais entendu une fois une interview où tu disais que tu t'appuyais sur la force du collectif, tu croyais au collectif. Tu peux dire deux, trois mots sur ça? Bah, moi, avant de faire des études en art, j'ai fait des études en sciences politiques. J'ai grandi dans un milieu militant. J'ai fait mes premières armes comme jeune à Genève durant une période où la Genève était turbulente, était squattée, était extrêmement inspirante de par sa vitalité. Et puis c'est vrai que dans cette période-là, qui maintenant c'est un peu fatigué, hein, je parle il y a quand même quelques années, mais on se forme toujours, il y a toujours une étincelle au départ, il y a toujours un truc fort. Et moi, je démarrais comme artiste, et à ce moment-là, je me suis aperçu que ce qui me paraissait être les deux forces essentielles qui, moi, me passionnaient complètement, c'était la capacité des gens de se mettre ensemble, et notamment les artistes, parce que Dieu sait s'il y avait du travail. Moi, j'ai toujours dit, mais la faiblesse des artistes, c'est aussi des fois leur peine à se mettre ensemble. Et puis l'enjeu du lieu de travail, du lieu de vie, du lieu de partage. Et Les ça, lieux, je un peu pense que les lieux associatifs, je t'interromps une seconde, mais les lieux associatifs, un peu, toi tu fais allusion à l'époque d'Intersquat, à l'époque des squats de Genève, où ouais, il y avait plein de projets. quand tu démarres comme artiste, à Genève, comme dans beaucoup, en ce moment je travaille à Paris, les enjeux sont exactement les mêmes, c'est que t'as pas un rond, et pour être artiste, d'avoir besoin d'argent, il te faut un lieu, il te faut un lieu de travail où tu puisses commencer à expérimenter, partager et tout. Et je pense que ça a vraiment défini mon intérêt pour la question du lieu comme espace de travail, de pratique, mais aussi d'expérimentation, individuel comme collectif, qui après j'en ai fait quasiment mon métier, parce que comme artiste et comme curateur, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là un peu partout, comme tu disais, partout là où ça me paraissait intéressant, lieu à partir desquels on pouvait apprendre des choses. Euh, et puis, euh, et puis j'étais aussi convaincu que la position d'artiste, quand tu finis des études, puis tu arrives à 20, 25, bon, en l'occurrence, j'avais 30 ans, puis tout d'un coup, on se retrouve seul, avec un petit atelier, un début de carrière. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire comme artiste, quoi? Est-ce qu'on a envie de passer sa vie à produire des choses dans un atelier, essayer de les vendre, essayer de trouver une galerie, ou est-ce que le but, la fonction, le rôle d'être artiste pourrait être d'envisager les choses autrement? Et c'est vraiment une question un peu qui taraude encore aujourd'hui, quoi. Mais Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dimension politique dans ton travail? ouais, complètement. Ouais, moi, on est tous citoyens, donc je fais pas un art politique, mais c'est les questions politiques, éthiques, et donc de territoire. Je prends le territoire comme une matière première, comme on peut prendre un bloc de pierre, comme on peut prendre une céramique, du bois, pour m'exprimer. Le territoire
n'est pas un paysage. Le territoire est un lieu politique, est un lieu de construction, de constitution, de débrouillardise, d'inventivité. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Très belle définition. Un petit mot aussi sur Matza, parce qu'on entend beaucoup parler de Matza quand tu fais quelque chose. Matza, c'est ça. L'histoire de Matza, c'est une vieille tradition, en fait, que j'essaie de... Enfin, que je rappelle souvent, même aux Valaisans, parce que ça vient du Valais. Bien avant la démocratie, les gens qui habitaient dans les villages, ils ne savaient simplement pas écrire. Donc, il n'y avait pas de pétition, il n'y avait pas de manière de prouver son unité. Et donc, les gars, au moment où il fallait s'organiser pour aller soit batailler, soit tout d'un coup construire une infrastructure, être forts ensemble, ils allaient dans la forêt chercher un tronc, arracher un tronc, ils le retournaient, et puis ils passaient de maison en maison en demandant aux gens s'ils étaient d'accord de s'allier à la cause, de planter un clou. On retrouve ça dans tout l'artisanat et le patrimoine vivant de ces régions-là. Avant qu'on sache écrire, on gravait, on marquait, les outils, la même chose. Et donc, quand le tronc était plein de clous, ça signifiait qu'on était suffisamment fort pour démarrer le chantier ou alors se défendre. Ça marquait la contribution. Et Matza, c'est un terme qui veut dire ça. Et Matza, ça vient de Matza en italien, donc le tronc, le mât. Le massif, voilà. Et ça vient de ça, quoi. Et je trouvais l'idée belle parce que à la fois elle avait affaire à ces territoires dont on dépend, qui sont finalement durs, rugueux, où les ressources ne sont pas abondantes, donc on en prend soin. Il y a un rapport de nécessité aux ressources qui a toujours été aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans mon travail. Et puis il y a cette espèce d'inventivité, de créativité, tu vois, complètement rudimentaire. Finalement, d'un tronc récupéré dans la forêt, on va en faire quasiment un objet totémique ou une sculpture. Et ça, c'était l'idée de pouvoir créer à partir de rien, sans tomber justement dans la facilité d'une abondance de moyens qui m'intéressait aussi beaucoup dans mon travail. Moi, j'ai fait un tout petit lien avec le père parce que d'origine italienne, Gelpa ou espagnol, je ne sais pas, c'est Guelpa ou c'est Gelpa? Ouais, c'est italien. C'est italien, ouais. Parce que moi, tout jeune, quand j'ai commencé le métier de la sculpture sur pierre, il y avait un bouquin de ton père qu'on nous offrait quand on commençait l'apprentissage de Denis Gelpa, donc ton père, qui s'appelait Pierre d'Achoppement, donc un travail social qui était devenu apprenti tailleur de pierre dans une entreprise de la région ici, Mello, pour ne pas les nommer. Et, bouquin hyper sympa, etc. Donc moi, j'avais ton père, tu vois, un peu dans le collimateur comme ça, comme un gars qui avait un peu fait la traduction pour les gens non de métier ou les intellos qui s'intéressaient à ces branches-là. Et donc, quand j'ai vu Matza, je me suis dit, c'est aussi le bloc, tu vois, je fais un lien avec le père. Je me suis dit, t'as taillé le bloc brut, puis à ta façon, le bois avec la symbolique du territoire. Je pense que tu avais un peu trouvé ton territoire à toi. Mais, tu sais, moi, je dois certainement beaucoup à l'influence, l'héritage de mon père dans toutes ces questions-là. Quand j'ai grandi dans une vieille ferme qui tentait de retaper dans le canton de Fribourg parce qu'il avait besoin de place, puis à Genève, dans un appartement, c'est pas facile quand on taille la pierre, tu connais ça. Et du coup, je l'ai vu dans la poussière toute sa vie, à passer d'un apprentissage très appliqué de la taille de pierre à devenir un artiste, à démarrer sur des grandes choses. Cette cohabitation aussi physique, tu vois, intellectuelle, affective, mais aussi physique à la matière, c'est des choses qui m'ont énormément influencé dans mon travail, c'est clair. Ouais. On sent ça, mais alors moi, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est cette dimension humaine aussi, parce que c'est très complexe ce que tu fais. Mais si la matière, c'est le territoire, ça implique aussi qu'il y ait des gens dans ce territoire. Donc, la matière, c'est aussi un peu l'humain, on a l'impression, avec une position humaniste. Et donc, cette dimension politique, l'outil de travail est un peu politique, ou l'outil artistique peut être un peu politique. En tant que vivant, on s'intéresse à notre époque, c'est presque du sens civique, c'est un peu ce qu'on fait ici, en fait. Et puis après, intervient aussi la question du climat. Si on s'intéresse forcément au territoire maintenant et aux gens, dans des endroits, comme tu dis, écorchés ou difficiles. Donc, il y a une relation aussi au réchauffement politique, aux ressources saccagées dans ce que tu fais. Oui. Ah, complètement. Écoute, il y a la question de l'intérêt. Donc, moi...
très tôt, je me suis dit, bon, on avait cette expérience des villes, quoi, où finalement, on a montré qu'une jeunesse inspirée produisait, ou des artistes inspirés produisaient de l'espace avec 3 fois rien. Je me suis dit, mais nous, on reste privilégiés dans un tissu urbain suisse. Partout à travers le monde, de la forêt vierge au désert, aux bidonvilles, des grandes villes d'Amérique du Sud, il y a des gens qui ont cette même créativité, mais qui n'ont pas nos moyens et qui n'ont pas nos privilèges. Et ils ont cette force de résilience, de détermination, d'émancipation qui, moi, me fascinait. Aussi un peu comme jeune post-sciences politiques, toi, artiste à cheval entre plein de questions qui m'interpellaient. Me dire, mais il faut que j'aille travailler avec ces gens, il faut que j'aille apprendre d'eux, parce que ils détiennent un savoir qu'on a oublié. Ils détiennent un savoir-faire qu'on a un petit peu snobé. Il n'y a pas que les savoirs académiques, tu vois, qui viennent d'en haut, finalement, qu'on perpétue. Mais il y a ces savoirs, ces praxis, comme on dit, ces savoirs qui s'apprennent de la confrontation, de l'adaptation à des territoires difficiles. Et bien évidemment que je sentais aussi que ces questions de désert, de territoires extrêmes, allaient préfigurer les conditions qu'on connaît aujourd'hui. Je me souviens, progressivement au début, je ramenais l'expérience de ces territoires extrêmes. C'était il y a une quinzaine d'années. Maintenant, on les subit ici, quoi. Donc, il y avait les déserts sont des territoires d'anticipation et de narration absolument extraordinaires, parce que c'est des multi-layers, comme on dit, quoi. Il y a une couche géologique qui est ancestrale, parce que c'est des régions qui ont été épargnées. Il y a une couche humaine, sociale, civilisationnelle. Puis il y a une couche économique, politique, extractiviste. Et puis c'est des lieux qu'on considère, qu'on ne les connaît pas, c'est des lieux qu'on considère comme des territoires morts. Donc on ne va pas se donner la peine à chaque fois les rénover ou les restaurer pour démarrer une nouvelle histoire. On rase au bulldozer. Et donc, pour moi, on parlait d'accélération aussi, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est ces territoires-là qui incarnent ces tensions entre un monde qui est en accélération, qui dépend de plus en plus de ces régions-là, mais aussi des ressources qui sont dans les sous-sols, et des civilisations, des populations qu'on su subsister dans ces régions-là et qui ont développé un savoir qu'il s'agit de remettre en avant. Alors, en fait, avant de parler d'accélération, qui est aussi un des thèmes de la technologie, vu qu'elle va vite et puis ça inspire d'autres choses, comme tu sais, je voulais faire un petit détour par la croissance et la notion d'énergie. Parce que ces deux domaines sont liés. Et le hasard fait que la semaine passée, j'étais à une petite conférence, un petit festival littéraire qui s'appelle Éclat à Genève, qui a fait sa première édition cette année. Et puis, il y a eu une conférence, un débat à deux avec un certain Hervé Le Tellier, qui est un auteur français, qui est mathématicien physicien à la base, mais voilà, qui est devenu romancier, qui a écrit L'Anomalie. Il a eu le prix Goncourt, 1,2 million d'exemplaires vendus, etc. Et dans ce débat sur l'accélération, il a pris cette position de scientifique et puis il a lâché 2-3 chiffres comme ça. Il disait notamment que lui, il pensait toujours qu'il allait assister à l'écrasement du climat, parce que son expression, c'est qu'on a passé la falaise, puis on tourne dans le vide avec la voiture, donc c'est trop tard. Et il pensait qu'il allait voir encore de son vivant l'humanité se fracasser. Quand tout à coup, il a découvert, un peu en s'intéressant à l'IA, à quel point l'aspect chronophage et l'aspect, je veux dire, énergivore, plutôt que chronophage, allait peut-être encore aller plus vite mener plus vite à l'humanité à la catastrophe que le climat. Et l'exemple qu'il donne, c'est que en 3 ans et demi, on a traversé déjà 3 générations d'IA. La première qui est une sorte de Google+, qui cherche plus vite. La deuxième qui est un assistant à qui tu dis « réponds à mes mails » ou « fais-moi un tableau Excel », un site internet. La troisième, des agents, où c'est déjà des petits pilotes qui se mettent ensemble pour t'aider à réaliser, analyser, restructurer. Et puis que la quatrième sera la générative, l'IA générative. Le projet, semble-t-il, c'est 10 data centers de 100 gigawatts. Donc 100 gigawatts, pour se rendre compte que c'est ce qu'ils appellent des hyperscale, des data centers de Amazon, Microsoft, Google, etc., qui sont encore maintenant à 500 mégawatts, donc ils sont à la moitié. Donc on va changer d'échelle.
Et lui, il avait l'air de dire que, bon, alors, pour se rendre compte, quand même, 100 gigawatts, c'est 10 EPR, hein, les petites centrales électriques, les centrales nucléaires qu'on essaie de sortir maintenant, au nom qu'elles sont décarbonées. Il disait, voilà, il y a peut-être une course qui est en train de se faire entre dégager l'énergie nécessaire pour nourrir l'IA générative, avec une course dans la course, vu que l'idée, c'est de, chaque année, les puces, les chips, consomment 2 fois moins que l'année d'avant. Et il y a une sorte de truc complètement malade, une sorte de convergence. Donc, j'en reviens un petit peu. Pour une fois, je vais plutôt essayer de discuter avec toi de cette question un petit peu énergétique, cette question un peu écologique, vu que c'est un des territoires de ton travail. On aura aussi l'occasion pour en discuter, trouver un petit moment dans la discussion pour savoir si tu l'utilises ou pas, toi, l'IA, comment tu te comportes, parce que ça m'intéresse de savoir comment chaque artiste, chaque acteur ou artisan se gère ça. Mais c'est ce que je te livre là, un peu en pâture, ces chiffres-là, par rapport à ton travail, tu as forcément pensé, pas forcément en chiffres dramatiques comme ça, mais c'est quelque chose qu'on a un peu tous en tête. Comment toi, tu abordes un petit peu ça dans ta question climatico-humaine, des déserts tu disais que tout à l'heure, on voit déjà le résultat de ce réchauffement. Donc le stress hydrique qu'on va traverser, la question de créer de plus en plus d'énergie, tout en réchauffant pas, mais en réchauffant, il y a quelque chose de très très paradoxal à continuer à avancer. Donc on a passé le cliff, puis on tourne le volant dans le vide aussi. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. On ne réalise pas ça. Et je pense que c'est le gros problème. C'était le cas avec le climat, où pendant longtemps, on s'est dit, oui, non, mais les périodes de sécheresse, les invasions de moustiques, le manque d'eau, les températures extrêmes, ça se passe ailleurs, quoi. Aujourd'hui, ça se passe ici. Il y a des régions d'Europe qu'on est en train de quitter parce que c'est simplement plus viable. L'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde, semble-t-il. Ouais. Ou peut-être c'est sur ces dernières années, mais on ne s'inquiétait pas de la manière dont l'Afrique s'est réchauffée, s'est désertifiée. L'énergie qui est cramée derrière nos simples gestes qui sont devenus des gestes banaux du quotidien, on ne les réalise pas. 99% des gens ne le réalisent pas simplement parce que ces centers, ils sont cachés dans les montagnes, ils sont loin. Ils sont pas sous les yeux, quoi. Et c'est la question de réussir à matcher, à faire le lien. Et c'est là où je pense que tout ça dépend vraiment de questions éthiques, de notre capacité à radicalement changer nos manières d'agir au quotidien, en étant conscient que c'est l'effet papillon. Chaque micro-geste pratiqué au quotidien, ici ou ailleurs, multiplié par les milliards de gens qui le font tous les jours et 1000 fois par jour, font qu'on est dans une espèce d'amplification exponentielle des moyens à mettre nécessaires en termes d'infrastructure pour nourrir cette planète Mais toi, dans ta pratique, comment tu intègres ces éléments, ces données? Est-ce que c'est avec un art un peu concerné, on va dire, avec des territoires que tu visites qui sont déjà un peu délabrés ou écorchés, comme tu dis, comment toi tu y envisages d'orienter ta pratique artistique? Est-ce que c'est vers la conscientisation? Est-ce que c'est autre chose? Et puis finalement, on y va et tant pis? Non, alors, bon, moi, j'essaye pas forcément dans chacun de mes projets d'expliquer les choses aux gens, quoi. Je crois pas que ça soit ça qui me motive ma pratique. Bien évidemment, comme artiste, tu dois te poser ces questions, mais comme citoyen, simplement nous, comme tout le monde, j'ai l'impression que tu dois être extrêmement rigoureux et de poser ces questions au quotidien pour essayer de sortir, de t'extraire de ça. Moi, le premier gros souci que j'ai eu, par exemple, dans ma pratique, c'était les déplacements, quoi. C'était à un moment donné les allers-retours. Les avions. Les avions, exactement. Ouais. Et ça, c'est la première des choses où tu te dis... Je pense qu'il y a toujours... En début de carrière, tu vois, on est tous dans l'excitation. Moi, c'est par ça que je suis passé. C'est-à-dire que
on réalise, on a des grandes idées, on a envie de faire les choses, on bataille pour pouvoir les faire parce que quand j'ai commencé, pour moi, l'idée, c'était pas aller faire du tourisme dans les déserts, c'était de prendre avec moi des gens et de travailler avec des gens sur place pour réfléchir ensemble à ces enjeux-là. Mais bien évidemment que quand tu pars avec 3 architectes, artistes, amis suisses aux États-Unis, ça a un impact qui est déjà délirant. Donc, ça, typiquement, avec le temps, tu peux pas te passer de l'avion parce que sinon, ça veut dire que tu imagines un autre projet pour ce qui est cette région du monde-là. Mais par contre, tu y vas une fois par année au maximum, puis tu y vas 1 mois, 2 mois. Donc, tu prolonges aussi, tu changes ta manière de travailler, quoi. Le voyage reste de toute façon problématique pour les artistes qui l'ont intégré dans leur manière de travailler, c'est sûr. Ouais. Et puis la production elle-même de l'œuvre, est-ce que c'est en fonction des matériaux que la tu choisis production, la production, moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Le lieu et les gens que je rencontre sont souvent le déclencheur de mes projets. Donc, lorsque je suis invité pour une exposition ou une commande ou une réalisation, généralement, j'y vais un peu les mains dans les poches avec mon expérience, mais sans rien. Pour moi, c'est exclu que de devoir essayer de transporter des œuvres. J'essaie à tout prix de surmonter ces obstacles-là. Et je travaille à partir des ressources sur place et des savoir-faire sur place, quoi. Pendant longtemps, tout ce que j'ai fait durant ces déplacements, ces expériences, c'était beaucoup des choses éphémères. Parce que pour moi, il n'y avait que la manière de faire éphémère qui faisait sens dans cette idée pas de nomadisme, mais d'adaptation permanente à des c'est des écoles du land art aussi, ça. Hein, c'est une des exactement. On repartait, j'ai travaillé sur les glaciers, tu vois. On montait avec ce qu'on était capable de porter, on redescendait avec tout ce qu'on avait déployé pour laisser absolument aucune trace. Donc, tout ça a très vite et toujours fait partie de mon travail, avec aussi les contraintes que ça représente, parce que c'est pas évident à chaque fois d'essayer de prendre le temps, encore une fois, d'aller sur place, de construire des projets qui font sens, parce que ils sont enracinés finalement. Leur histoire s'inscrit dans le lieu où tu les montres, et ça j'aime beaucoup, et c'est un peu pas ma marque de fabrique, mais c'est comme ça que j'essaye autant que possible de faire. Tu penses que le land art peut faire un revival un peu via ces questions? Ah, moi, je suis... Tu te défends de ce courant-là, toi? Ouais. Tout ce qui touche à une simplicité, une radicalité d'expression, une attention aux matériaux naturels et une volonté de laisser s'exprimer les matériaux plutôt que de les transformer ou les dominer ou les maîtriser ou leur faire dire quelque chose, m'intéresse. Que tu retrouves dans l'arte povera, chez les nouveaux réalistes, dans plein de courants. Il n'y a pas que le land art a lié l'art aux grands espaces. Maintenant, d'autres, ça restait quand même une manière de s'exprimer très incarnée, très physique qui a complètement évolué avec le temps. Aujourd'hui, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux humains, sociaux, qui devraient complètement être intégrés au land art. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est plus le paysage ou l'espace pour l'espace. C'est l'espace comme lieu de tension ou de dénouement d'enjeux sociaux, quoi. Ouais, même des artistes comme Andy Goldsworthy, c'est un peu ce qu'il faisait. D'ailleurs, il est moins à la mode. C'était classé comme trop esthétisant. Moi, j'ai toujours trouvé très modeste et adéquat à ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, même juste un peu mes cours d'histoire de l'art, mais il y a eu un courant des années 70 qui était beaucoup plus violent. Dans les artistes voulaient échapper les galeries, donc ils échappaient aussi au mouvement commercial en se mettant dans des endroits où on ne pouvait pas acheter, ni voir, ni repartir avec, mais ils rentraient comme avec des bulldozers dans les montagnes pour déplacer des collines, faire des énormes spirales à Smithson, etc. Puis après, le deuxième courant, plus tardif, qui était déjà un peu précurseur de l'écologie, essayait justement, à la Goldsworthy, de rien casser, de simplement déplacer puis repartir et laisser la nature reprendre ses droits. Donc tu serais un peu de cette école-là, finalement. Écoute, c'est présomptueux de dire qu'on se... Mais, non, mais c'est ça, c'est bien que sûr, finalement, quand tu repars...
la trace est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que tu laisses comme artiste? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu transformes? Qu'est-ce que tu entends laisser? Est-ce que ça doit être à tout prix matérialisé? Est-ce que ça peut être simplement des souvenirs? Moi, je dis toujours, et je pense que les gens sont particulièrement attentifs à ça aujourd'hui. Je vois même, comme tout le monde, hein, je travaille aussi pour je produis, il y a des galeries, il y a des musées, des lieux. Donc, il faut aussi bien matérialiser à un moment donné les choses, qu'il y ait un objet de transaction, quoi. Oui, C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. c'est une belle Mais photo aussi. mon pari dès le départ, je sentais que les histoires derrière les œuvres étaient plus importantes, plus essentielles que le résultat. C'est pour ça que, à la différence d'autres artistes qui ont vraiment consacré leur vie à maîtriser des techniques, à les explorer, à persévérer, j'ai pas l'impression d'être un quelconque spécialiste de quoi que ce soit en termes de maîtrise. D'ailleurs, je suis pas passé par une école formatrice de ce genre de connaissances. T'étais pas un façonneur de matériaux, t'es plus un installeur. Je les manutentionne, je les mets en dialogue, je les confronte, je les mets en tension. J'aime beaucoup faire des choses que j'arriverais pas à faire seul. Je travaille beaucoup avec les entreprises. Là, je travaille aussi beaucoup avec des carrières ou des gens qui, non pas pour sculpter des blocs, mais pour utiliser la matière brute comme de la matière première pour exprimer des choses qui ne sont pas toujours monumentales, qui peuvent être fragiles, mais ces questions, le lien entre le propos et la géologie, par exemple, des sols, et là, avec cette question de lenteur, cette question de paroles, finalement, qui se libèrent de la terre, c'est des choses qui me passionnent aussi. Ça ne veut pas dire que c'est toujours des choses monumentales qu'on fait, tout à fait, au Ratrax, quoi. Il y a un deuxième courant qui est en train de revenir à la mode, où j'ai vu que la Belle Genève a fait une exposition sur ce thème-là, celui du New Bauhaus, qui est assez intéressant dans le sens où le Bauhaus, c'est cette idée quand même d'industrialiser des beaux matériaux avec des beaux savoir-faire pour créer des environnements qualitatifs pour rendre les gens plus heureux, ou l'idée que quand ton environnement est qualitatif, toi-même, tu es meilleur aussi. Et le New Bauhaus, c'est assez intéressant parce que c'est la même chose, mais avec un accent sur les circuits courts, les savoir-faire, et donc un peu les questions climatiques. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur, c'est un peu sorti, c'est une idée qui traîne depuis une vingtaine d'années, mais peut-être un peu plus, mais depuis le Covid, ça a pris un bon coup de frais. C'est-à-dire se rendre compte que finalement, l'aspect qualitatif, il est aussi dans la proximité. Donc le circuit court, la proximité, les matériaux et les savoir-faire locaux sont mis en valeur dans le New Bauhaus. Et ça fait un peu un lien avec ce que j'entends que tu me dis là, une sorte de land art mix New Bauhaus, qui ferait que finalement la valeur se fait dans la proximité, ce qui résout aussi les voyages, etc. Donc est-ce que tu penses que finalement, quelle est la place de la technologie là-dedans? Parce que si on se base sur land art et le New Bauhaus, on est presque en train de se débarrasser de ces dimensions toute avancée rapide et peut-être trop rapide engendre aussi des contre-réactions. Donc on est en permanence là-dedans, et je pense que les artistes, plus encore que d'autres, on est dans cette tension en permanence. L'avancée de la technologie, elle est... Moi, personnellement, je m'intéresse à la technologie lorsqu'elle ne marche plus. J'aime bien le défaut, quoi. Et le défaut, l'erreur, l'aléa, il est autant humain qu'il peut intervenir dans la machine quand il y a un grain de sable s'y glisse, quoi. Donc, en fait, quand je recours... je sais pas, de la technologie, parce que là, on parle plutôt d'outillage industriel ou de choses plus mécanisées ou plus... j'essaye aussi de les travailler, les utiliser à contresens, quoi, parce que c'est une manière à contre-emploi. Parce que c'est une manière aussi d'évoquer les limites de tout ça. Mais alors, revenons un peu sur la question. Effectivement, l'accélération, elle risque de créer plus de révolution. Des fois, on oppose révolution et évolution. Donc, l'évolution, elle a plus de chances de se faire en douceur. Mais
ce qu'on a l'impression quand on t'écoute, c'est que finalement, il y a cet intérêt pour le territoire, pour les gens, pour la matière, etc. On est dans quelque chose de très concret quand même. La technologie étant très abstraite, de plus en plus abstraite, hein, c'était un peu le départ de ces podcasts Le Q-Loser, c'était s'intéresser à l'abstraction versus le pragmatique de la matière. C'est ma position d'artiste artisan aussi, de se dire, moi j'étais inquiet par exemple, comme je suis quelqu'un qui façonne, plus un façonneur qu'un installeur, on va dire, je m'inquiétais par exemple où je me questionnais sur la la question de l'agilité, parce que la créativité, on allait toujours l'avoir, même à travers ces machines, ces écrans, etc. La manipulation de la matière ou le savoir-faire que les robots taillent, etc. Je me posais cette question, est-ce qu'il faut être nostalgique ou pas, etc. Mais finalement, on peut transposer cette question aussi sur ton travail, parce que tu es très proche des gens, du territoire, des problématiques concrètes. Tu vas pas rencontrer forcément des artistes. J'ai vu par exemple ce que tu as fait en Tunisie, etc., avec les pêcheurs, des gens qui ont des vrais problèmes, et puis tout à coup qui exposent le bateau, qui racle les fonds, etc. Donc on se dit finalement, on peut avoir les mêmes préoccupations, se dire qu'une technologie très abstraite, qu'est-ce qu'elle va nous prendre, qu'est-ce qu'elle va nous amener, qu'est-ce qu'elle va nous enlever. Est-ce que toi, tu réfléchis un peu à ces questions-là, parce que ton matériau, c'est un peu le concret finalement. Même si c'est une dimension humaine, il y a quelque chose d'assez concret. Même si c'est une dimension politique, je la trouve assez concrète. Le matériau, le territoire sont très concrets. Et puis on se retrouve avec des technologies très abstraites qui risquent un peu de nous déchirer ou laisser le corps à pied quelque part, ou les gens. Toi, comment tu te positionnes Ouais. Bon, dans ma pratique au quotidien, c'est vrai que j'ai aussi par incompétence, mais je recours pas, c'est pas des supports au-delà de l'usage quotidien, tu vois, qui nous facilite tous aussi notre travail, le développement d'idées, de projets. Je suis pas du tout un artiste geek, ou je suis pas automatiquement appelé par ces outils-là. Je pense que il y a un exemple où tu aurais essayé. Il y a un travail où tu aurais essayé de mettre de l'IA. Parce que, juste pour revenir un peu sur l'erreur, parce que c'est un thème qui est souvent revenu. Tous les artistes qu'on a eu ici, aucun n'est geek. C'est tout un peu des bricoleurs, entre guillemets, dans le sens. Et c'est des bricoleurs de l'informatique, pas dans leur métier. Et finalement, voilà, les temps nous appellent à quand même un peu s'y essayer. Il y a quand même un petit soft power autour qui fait que c'est assez cool quand même de parler à ChatGPT qui te dépanne. Mais à partir du moment où ça ouvre des potentiels, je pense que c'est quelque chose d'absolument génial. Moi, je suis pas... J'avoue mes lacunes et mes limites, mais je serais le premier si tout d'un coup ça me permettait d'ouvrir mon travail sur des nouveaux enjeux, des nouvelles manières de faire, de me laisser convaincre, mais surtout d'apprendre, quoi, surtout d'être accompagné là-dedans. Il y a des exemples où tu t'es dit, voilà, en tant que non-geek, tu as essayé, puis l'erreur t'a amené une idée, t'a amené un plus. Comment la technologie a pu s'infiltrer dans ton travail plus ou moins accidentellement? Pas sur l'IA. J'ai fait par exemple, l'année passée, j'ai sorti un film de 25 minutes que j'ai tourné justement autour des environnements, des mines de cuivre à Atacama, où je travaillais depuis pas mal de temps. Au début, ça devait être de simples images pour une exposition sur place, et puis ça a évolué en un film que je présente en complément de mon travail. Ce qui m'intéressait, alors c'est pas vraiment quelque chose mais ce qui m'intéressait, c'est que ces territoires-là sont ceux typiquement qui vont nourrir les matériaux premiers qui vont permettre l'accélération du monde, c'est-à-dire qui vont permettre la course à l'espace, qui vont permettre le développement technologique, et qui vont permettre l'augmentation des flux de communication entre les personnes.
Donc, ce que j'ai fait aussi au moment où j'ai fait des images, il y a des choses abstraites, des choses, ça c'est vraiment caméra au point et un petit drone. Alors, j'appelle pas ça des nouvelles technologies, mais enfin bon, ça participe aussi des supports qui permettent d'alléger ou tout d'un coup faire des nouvelles choses. Accéder aussi à des images et des territoires qui sont souvent interdits, et donc les montrer et en parler. Et puis après, dans le film, mais tout ça a été monté de manière plus analogique que numérique et digitale, mais on a perturbé l'image comme si finalement l'image, plus elle se rapprochait de la mine, Puis le glitchait. plus exactement, parce qu'on rentre en contradiction finalement avec la vocation, l'affectation, les besoins. Donc c'est des manières très abstraites de parler de ces enjeux-là, mais c'est pas dans la production, dans la fabrication Mais de par mon contre, travail. l'idée, c'était quand même de parler de terres rares qui sont le matériau de l'accélération. Ouais. L'idée, c'était de mettre en opposition ou en comparaison le temps qui s'accélère de notre société, de là où on vit, et avec les objets du quotidien auxquels désormais on est habitué et dépendant. Notre manière moderne, contemporaine, occidentale de considérer le monde et le temps actuel versus La le lenteur de temps la long pioche. non, pas forcément de la pioche, mais le temps long de ces territoires, parce qu'il faut savoir que les plateaux du nord, du Pérou et du Chili sont parmi les plus préservés au monde pour des questions d'aridité, de protection du vent. Donc c'est là où les géologues, les archéologues, les géologues vont étudier les sols. Et puis c'est le temps long des cultures et des gens qui vivent sur place, dont la culture est radicalement opposée à la nôtre et qui envisagent le ciel non pas comme une course aux étoiles et une compétition, mais une source de spiritualité, de nourriture mentale, culturelle et tout. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça la richesse. Quand tu vas si loin passer du temps, tu y vas pas pour forcément produire des choses, tu vas pour apprendre, essayer de partager. Et c'est ces enjeux-là qui me paraissent centraux dans ces discussions qu'on a, quoi. Avec un contraste entre effectivement les produits de ces terres qui servent à l'accélération et la lenteur simple du quotidien de ces gens qui sont plus en rythme avec la nature, peut-être. Puis on revient à ce qu'on disait au départ, tu vois, c'est possible là-bas, et c'est souvent possible dans les déserts, parce que on considère, lorsqu'on ne les connaît pas, que les déserts sont des territoires morts, donc que rien n'y vit et qu'on peut, grosso modo, en user à foison. En Afrique, c'était exactement la même chose au moment où on a commencé à couper les pays au scalpel à la règle, quoi, parce qu'on imaginait que personne ne vit là-bas, et donc on utilise, on agit, on décide impunément de l'avenir de ces lieux-là. Lorsqu'on prend le temps, et je fais un parallèle aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur les glaciers et dans les montagnes, quand tu commences à prendre le temps de l'attention pour voir comment une nature survit, une population, une communauté s'adapte à ces environnements-là, je pense que vraiment tu es dans l'essence de la matière qui peut être une source d'inspiration, qui peut être une matière première. C'est pas facile de travailler à partir de ça parce que comment tu donnes forme à ça? Moi, pendant longtemps, les gens me disaient « Ah oui, mais tu racontes des trucs, c'est fou ce que tu as fait, mais comment tu partages ça? Avec quoi moi je peux repartir si j'ai envie d'avoir une part d'être partie prenante tu vois, d'y avoir. Et ça, c'est aussi un enjeu comme artiste. Qu'est-ce que tu partages? On est privilégié de vivre des choses uniques. Les gens sont souvent admiratifs de nous, pas parce que forcément ce qu'on fait, mais par la vie, parfois de bohème, mais aussi un peu folle qu'on a. Et c'est ça que tu dois réussir je trouve, à partager. C'est les émotions qui sont derrière. Et tout l'enjeu de la sculpture ou de l'art, de ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de traduire comme ça par bribes. Et je pense que c'est aussi pour ça que je travaille de manière assez minimale les choses, de transmettre ce que j'ai appris ou ressenti sur le terrain, quoi. Ouais. Comment ça approche déjà de la fin, je te livre une information, je ne sais pas si tu es au courant, tu me diras si tu es au courant, puis comme ça tu me diras que ce
ce que tu en penses, parce qu'en fait, la dernière question que je pose toujours en fin de discussion, c'est comment tu vois ton travail dans 20 ans, quoi. Et toujours dans ce même petit festival, euh, le fameux Hervé Letellier, à un moment, il dit, écoutez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les agents IA, le dernier agent IA qui était inventé, c'est un agent qui permet aux différentes IA de parler entre elles. Et ces IA, on a découvert 3 choses. La première, c'est qu'elles mentent. La deuxième, c'est qu'elles se font passer pour plus bêtes qu'elles ne sont. Puis la troisième, c'est que certaines ont un langage entre elles qu'elles n'ont pas pensé utile de nous donner le dictionnaire. Donc, elles parlent quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Et donc, elles sont en train de discuter, semble-t-il, de leur philosophie, de leur bug, de leur progrès. Et de nous dans 20 ans. Et c'est un peu une question, me semble-t-il. D'une part, c'est quand même nourri par des prompts humains, mais d'autre part, c'est aussi nourri par leurs propres hallucinations. Alors, une hallucination en IA, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est une dérive totale. C'est par exemple, un des bons exemples, c'est un gars qui demande à Google j'aimerais une image que Dali produise d'un œuf qui fond. Et puis Dali produit un œuf qui coule dans un four, alors que l'œuf ne peut pas couler, il peut cuire, se casser. Et donc, il existe une image d'œuf qui coule dans un four, alors que ce n'est pas possible. Donc, ça s'appelle une hallucination, par exemple. Donc, en fait, ce regroupement d'IA, ça s'appelle le Molt Book. C'est des IA qui discutent sans nous, et peut-être de nous, dans un langage... Là, t'as le mot heureux de la fin, t'as la conclusion. dans un langage qu'on ne comprend pas. Donc je me dis, des gens comme toi qui sont sensibles aux gens, aux humains, au territoire, au temps long, voilà, ce contre-pied de l'accélération qu'on va essayer de faire avec OpenN, c'est comment toi tu te vois dans 20 ans? Comment tu vois ton travail dans 20 ans? Comment tu vois évoluer ton travail contre cette IA inquiétude? Là, tu sais, moi j'ai l'impression que l'espace de l'intelligence artificielle, l'espace qu'on nous offre et qui est censé aller nous permettre de mieux vivre et d'aller de l'avant, les enjeux sont exactement les mêmes que lorsque des gens se battaient pour des territoires et s'appropriaient des régions. C'est une question de démocratie, c'est une question d'accès au fonctionnement des choses, j'ai l'impression. Et le gros problème de tout ça, derrière le côté énergivore et capacité de la machine à progresser par elle-même, qui est bien évidemment le pire des trucs, mais c'est l'incapacité, la méconnaissance qu'on a, nous, de la manière dont ça fonctionne et de quels intérêts ça sert. Et c'est ça le problème. C'est qu'on rentre dans un temps, ça commençait déjà, on l'a vu, mais ça a toujours été, avec les premiers ordinateurs, on se disait « Ah, mais quelle horreur, ce truc sur le bureau, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, black box, machin et tout ». Mais là, on est là-dedans, mais à des proportions inenvisageables, parce que l'intelligence artificielle est même en train de dépasser les gens qui l'ont conçue. Donc, d'un côté, elle ment en voulant servir l'humanité dans un sens humaniste et bénéfique, mais c'est une espèce d'énorme trappe qui va se retourner contre beaucoup de gens aussi longtemps qu'on n'est plus capable et qu'on n'est pas capable de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre quels intérêts ça sert. Parce que là encore, si on revient à des questions de démocratie, de vivre ensemble et tout, l'intelligence artificielle est capable de changer la destinée de régimes, de pays, de manière de vivre, et les enjeux sont là. Alors comment les régler? Moi, dans 25 ans, j'espère que... Moi, j'ai toujours énormément fait confiance aux gens et cru en la capacité des gens à surpasser les pires moments de l'histoire. J'ai fait du syndicalisme avant d'être artiste. J'ai vu la capacité qu'a la nature humaine de batailler pour s'en sortir, quoi. Et je pense qu'il faut s'accrocher à ça, parce qu'on vit des temps qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore 10, 15 ans en arrière. C'est le retour des empires, quoi. On est dans un truc complètement
Alors, c'est pas la bonne fin heureuse pour conclure une discussion, mais les enjeux, ils sont là. Comment se réapproprier l'espace qui nous entoure. Et aujourd'hui, l'espace qui nous entoure, c'est pas simplement le quartier, l'atelier, dont on rêvait à l'époque. C'est l'espace virtuel. Si je comprends pour toi, le vrai enjeu, c'est la perte de contrôle. Parce qu'on peut dire que l'abstraction, l'incompréhension, même avec les premiers trains, téléphones, fusées, la moitié des gens ne comprenaient rien. Mais il y avait toujours des ingénieurs qui comprenaient. Oui, mais un train, il est construit pour aller d'un point A à un point B. Il va servir l'entreprise. Voilà. Hein. Aujourd'hui, quels intérêts sont servis par l'intelligence artificielle? Qui est derrière? Où va-t-on? Quels sont ces... ça nous échappe, mais complètement. On ne sait pas... on ne sait pas du tout où ça va. Il y a tels intérêts financiers aussi dans le développement de cette... on est dans un rapport de dépendance dont on parlait aussi au départ, parce que c'est devenu des gestes du quotidien, sans vraiment savoir quel sera pris pour pas forcément se défaire avec ça, parce que l'idée, c'est pas un jour de se dire mais ça n'existera plus, mais constituer un rapport, une approche éthique de tout ça, quoi. Est-ce que le fait de pas savoir, c'est peut-être aussi la preuve qu'on est dans une aventure incroyable, humaine? Est-ce que peut-être la note positive, ce serait de se dire, enfin moi des fois je me dis ça, que c'est le privilège d'être vivant dans un moment si extraordinairement nouveau, parce que finalement, des grandes révolutions, s'il y en a eu 4 dans l'histoire de l'humanité, être vivant pendant une qui passe, est-ce que c'est peut-être pas ça là, c'est clair, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même l'obligation d'être très citoyen à ce moment-là pour participer à la discussion, non? Ouais, c'est clair. Et on est les deux pieds dedans. Et ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on ne le réalise pas complètement, mais c'est effectivement un tournant majeur. Mais encore une fois, s'il faut finir sur une bonne note, je vois aussi, moi j'ai 2 gamins qui sont maintenant jeunes, adultes, ils ont une approche de ça. Enfin, moi j'ai vécu cette transition, l'avant, l'après, on est déboussolés, on est déjà trop vieux pour l'impression mais on voit la vitesse avec laquelle, tu vois, les générations qui viennent d'après ont complètement assimilé ça, s'en emparent, sont bien plus alertes et informés sur les enjeux. Et c'est ça l'espoir. C'est ça qui, je pense, fera que l'écosystème humain s'adaptera plus vite. Va trouver des points d'équilibre. Ça sera la note finale. C'est vrai que la jeunesse saura s'adapter plus vite et mieux que nous pour d'améliorer l'IA. J'en suis convaincu. Merci d'avoir participé et joué le jeu. Je te souhaite tout le bon pour ton travail, pour ce beau travail que tu fais, et que dans 25 ans, ce soit toujours là et encore plus pertinent. Je te renvoie le compliment. Je te remercie. Merci à toi. Lucky Loser 8, c'est fini.